Eh bien, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Plus belle ma Sarthe, consacrée ce soir à Noaillen. Et après cette carte postale sur laquelle s'appesantira dans quelques instants notre expert en patrimoine Pascal Mariette, je vais vous présenter autour de cette table nos invités, notre invité et nos chroniqueurs habituels. Bonsoir Christelle Fernando. Bonsoir. C'est vous ce soir qui nous parlerez en patois, oui, avec une belle histoire à la clé. Oui. Bonsoir Jean-Pierre Guyard, vous êtes le directeur de la publication de La Vie mancelle et sartoise. On aura l'occasion de feuilleter les pages du dernier numéro qui est paru au mois d'octobre. Bonsoir. Et puis Emeline Falompin, que l'on retrouvera tout à l'heure au cours d'une émission qui a été enregistrée. Et puis Pascal Mariette, comme je le disais, qui va forcément fouiner les coins et recoins de cette fouillée de cette superbe commune de Noaillen-sur-Sarthe qu'on a pu entrevoir tout à l'heure. On a vu de très belles images tout à l'heure, on reparlera de l'église tout à l'heure, avec ce très très haut clocher. Avec une étymologie un petit peu spéciale, parce que Noaillen-sur-Sarthe... Voilà. Zone inondable, c'était à peu près ce que ça voulait dire. Et donc, oui, c'est vrai que c'est très très près de la rivière, en fin de compte. Et la rivière, après, a été canalisée pour faire passer les péniches, pardon, pas les caniches. Et donc, accessoirement, les caniches. Et donc, c'est une commune qui est intéressante, grande, un gros chef-lieu de canton, mais qui a une histoire qui remonte très très loin. Et surtout, on va partir à l'époque gallo-romaine, où en 69 après Jésus-Christ, une villa aurait été construite. Alors, il y a eu des fouilles en 1974. Voilà à quoi ressemblait à peu près la villa au 1er siècle jusqu'au 4e siècle. On voit que c'est une très grande villa avec une grande galerie autour de la cour, un bassin et puis surtout des bâtiments agricoles, puisque les villas avaient toute la fonction généralement d'être des lieux agricoles. Il y a eu des fouilles qui ont été entreprises sur plusieurs années à partir de 1974. On a trouvé ces fameuses poteries qu'on appelle sigillées, qui venaient généralement de Lezoux, qui était situé dans la plaine de Limagne, entre Clermont-Ferrand et Thiers, en gros. Et vraiment, là, il y a une poterie intéressante. On a vu une petite fibule, c'est vraiment ce qu'on retrouve généralement sur les chantiers de fouilles, mais on est en présence d'une très très grosse villa au bord de la rivière. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, pour quand on produit des choses, pour les transporter. Qu'est-ce qui était le plus pratique à l'époque ? C'était l'autoroute. L'autoroute, c'était la Sarthe qui permettait de descendre jusqu'à Nantes ou remonter la Loire sur l'amont de la Loire. Donc ça permettait de desservir beaucoup d'endroits et vous remonter jusqu'au Mans aussi, puisque on sait qu'il y avait un port à l'époque gallo-romaine au Mans. Alors après le manoir, l'hôtel, mais qui n'est pas un hôtel. Non. Encore quelques... le manoir, de la Grande Voisine. Alors le manoir de la Grande Voisine, c'était où on trouve aussi le Grand Voisine. Bon, ça c'est dans les noms, mais c'est un joli manoir qui est inscrit au monument historique depuis 1984, où il y a une petite chapelle, et puis surtout il y a ce bâtiment, ce beau logis, qui est daté du XVIe siècle. Alors on les retrouve... Typiquement, je vous en parle très souvent, avec ces escaliers qui sont des escaliers... On voit la tour où il y a l'escalier en vis, ou à vis comme on dit, mais je préfère en vis parce qu'il est vraiment en vis. Et puis, c'est surtout un bâtiment qui est fortifié. Si on s'approche un petit peu, on va voir qu'il y a des petites meurtrières en bas, parce que les gens se protégeaient. Et puis surtout, c'était bien fermé. On essayait quand même de se protéger des brigands dès le XVIe siècle, XVIIe encore. Hein. Il y a beaucoup de villes dans la Sarthe. Je sais qu'à la fin du XVIIIe, on fermait encore les portes pour se protéger entre certaines heures, je crois, c'est 11h et 6h du matin. Et donc, allez voir. Et puis, si on regarde tout à l'heure sur la tour, il y avait une petite poterie, et on suppose que ces poteries, qui remontent au XVIe siècle, venaient des fameuses poteries de Ligron, qui sont très connues dans la Sarthe. Et vous voyez là-haut, là, sur le faîtage, voilà, sur le faîtage de la tour. Et on trouve ces jolies poteries. Et ensuite, dans les bâtiments, c'est là où tu m'as devancé, c'est cet hôtel qui est juste à côté de la mairie, qui est l'hôtel de Kervéno, qui est lui aussi du XVIe siècle. Alors il y a une petite histoire, c'est que il a vécu comme pour la famille Kervéno, et puis surtout c'est qu'en 1637, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Catherine de Lannoy, veuve du marquis de Kervéno, fonde sur la paroisse de Saint-Pierre, on va parler de Saint-Pierre tout de suite, un monastère religieux dédié à Sainte-Élisabeth. Et Saint-Pierre, pourquoi Saint-Pierre ? Eh bien tout simplement, on le retrouve sur une place, sur la place Saint-Pierre. Il y avait une ancienne paroisse qui a disparu à la Révolution française, parce que l'église a été détruite, les prêtres ne voulaient pas entendre parler de révolution, enfin bref.
la paroisse a complètement disparu, mais il reste cette trace sur la place Saint-Pierre de ce personnage. C'est assez rare de le trouver sur un pignon qui trône comme ça au-dessus de la place. Et je tenais à parler de ce personnage que l'on voit en plus sur la route. On est la route entre Sablé et Aix-Route du Mans. Autre patrimoine intéressant, c'est la mairie. Je tenais à en parler parce que ça fait partie de ces ensembles. On construisait des bâtiments en 1880, on est à peu près par là, où on construit une mairie, mais ça ressemble à d'autres mairies, vous allez me dire. Vous savez, si on pensait à Brulon, pensait à Conly, pensait à Loué, où, en fin de compte, on mettait des bâtiments. C'était un gros bâtiment public, mais surtout au rez-de-chaussée, on voit ces arches. C'était des halles, tout simplement, qui ont été refermées, comme à Conly. À Conly, je trouve ça toujours dommage, parce qu'il y avait une transparence. Et aujourd'hui, elle n'existe plus. Et ça pourrait créer un très bel espace, d'ailleurs, de le refaire. Mais on est sur un gros bâtiment. À la fin du 19e, on montre la puissance de la République. Et vraiment, vous voyez, c'est majestueux. Vous regardez les lucarnes et tout. On est sur un très, très beau et gros bâtiment qui s'inspire avec ses fenêtres, ses croisées, de l'époque de la Renaissance. Il y a de beaux édifices, c'est vrai, à Noyens-sur-Sarthe. Tout à fait. Et puis, pour finir, je voudrais vous parler de l'église Saint-Germain. On l'a vu beaucoup tout à l'heure avec le drone. Regardez cette tour, c'est un des plus hauts clochers, je pense, de la Sarthe. C'est vraiment un clocher imposant, très très grand. Mais l'église, je veux dire qu'elle est jeune, non, elle est 16e siècle. Le clocher est 16e siècle. Ce qui est le plus vieux, c'est la nef, elle aussi du 16e siècle, mais un petit peu avant le clocher. Et puis après, vous avez du 17e, du 18e, etc. C'est une église très imposante. Et puis je voulais juste parler d'une petite chose à l'intérieur. On pourrait parler plein de choses. Il y a surtout une mise au tombeau du 16e siècle qui est remarquable, qui est vraiment une œuvre d'art. Vous allez voir, il y a la mise au tombeau du Christ, alors évidemment, qui est entouré de, comment il s'appelle, Saint-Jean, qui soutient le Christ, au-dessus la Vierge, et puis là, Sainte-Madeleine, qui parfume le pied du Christ avec sa petite coupelle. Et c'est vraiment une œuvre majeure qui a été remise dans l'église, qui était dans une autre église paroissiale avant. Vraiment, allez voir ceci, c'est vraiment chouette. Un chef-d'œuvre architectural, que cette église Saint-Germain, donc de Noyens-sur-Sarthe. Et puis, un petit mot, 2 images, parce que j'ai trouvé ça sympa en faisant la visite de Noyens, c'est que l'émission de ce soir était marquée sur le panneau d'affichage à côté de la mairie. Donc, merci à la commune de faire notre publicité. C'était un clin d'œil très sympa de la part des gens de Noyens. Merci Pascal pour cette carte postale. La transition est presque trouvée, même si je ne sais pas comment on dit Noyens en patois, si ça se dit d'ailleurs en patois sartois. Mais vous, Christelle, vous avez plutôt été inspirée par un fait divers, on va dire, qui vous a suscité un souvenir que mon grand-père m'avait raconté. Eh bien alors, allez-y, on va vous écouter justement. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, là, dans la Loire, voilà, il y a des gens qui ont trouvé un trésor chez eux et après 4 ans de procédure, ils ont été contraints et forcés de rendre ce trésor. Okay. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, mon grand-père m'avait raconté cette histoire à propos de trésor. Il s'agissait du Gaston. Le Gaston était agent technique à la voirie de l'Homme. Enfin, dans ce temps-là, on ne disait point ça comme ça s'appelait cantonnier. Et il était ce jour-là sur le chemin de la Montjoie. Et il passait pas un grand monde par là. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Enfin, quelques closeries, c'est tout. Il était là environ d'un il fossé avec le fauché quand ça bourdait sur quelque chose. Alors, Fouinassier, comme il était, il a regardé, il s'accroupiote, puis il trouve un sac. Il ouvre. À l'intérieur, c'était comme une manière de pièce d'or. Mais comme il n'avait jamais vu, il ne savait point ce que c'était. Alors il s'est dit que c'était sans doute un sac de boutons dorés. Il a posé le sac et puis il a continué son ouvrage. Le soir, il rentre chez lui. Et puis il dit à la maîtresse, « Dis donc, tu vas être contente, j'ai trouvé une pochette de boutons, tu n'auras plus de mal à se tuer à l'accommoder mes affutions. » La Simone, elle jette un œil dans le sac, puis qu'elle devine bien ce que c'est, elle. Mais elle préfère rien y dire. Il est tellement bel dossier qu'il va donner ça à tout le monde, c'est source d'histoire. Non. Aussitôt, la Simone, elle a une vinerie pour y faire passer l'envie de tatiller cette histoire de sac de boutons. Ça pourrait mettre la puce à l'oreille à des bains plus dégourdiclés. Du coup, il se mettant à souper, puis la Simone, elle y dit « Oh, as-tu bientôt fini de manger? Tu vas finir par enculoter le chien. » Elle s'approche de lui pour y prendre son cossiou puis ses couverts. Et il dit « Dis donc, Gaston, j'ai comme dans l'idée que tu vas être malade, t'es tout poil. Je crois bien que tu couvres quelque chose. » « Oh, dame point qui dit. Je me sens bien un crâne. Je me prendrais même bien une petite rincette. » Mais la Simone, elle insiste. « Je te dis que t'es tout poil. C'est peut-être bien ton ouvrage qui te mine, mais moi, je serais que toi, je ferais pas mon veilleux.
Oh, bah, le gars Gaston, il avait point l'habitude d'achaler la Simone. Alors, il est allé se coucher, puis comme plein de beaux bonhommes, à peine une patte dans le pucier, il dort. La Simone, pendant ce temps-là, elle compte les boutons. Elle attend le mi-temps de la nuit pour aller dans sa cuisine pour faire cuire 2 œufs durs, qu'elle a été délicatement mis sous les fesses du gars Gaston. Et après ça, elle a battu du baraté jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Elle n'a égoillé sous la haie, dans la cour et sur le perron de la maison. Puis elle est allée se coucher. Quand le gars Gaston il s'est réveillé, il s'est levé d'une bedaine, il a senti quelque chose sous le lit. Et puis après ça, il dit à la Simone, « Oh, dame dit, oh, c'est quand même pas incroyable, dit Simone, t'avais raison, dit, je trouvais bien quelque chose, regarde, j'ai fait 2 œufs. » Il pouille son poilteau, puis le Vlad qui retourne à son ouvrage. Il décrouille la porte. Il voit du blanc partout. Oh là, dit, qu'est-ce qui s'est donc passé? Oh là, dit la Simone, t'as donc point entendu la ventouse cette nuit? Oh, il y en a un de ces vents de Garenne, dit, ça soufflait, dit, puis qu'il a neigé. Au mois de juillet. Ah, ça, je te l'avais dit, Simone, avec tout ce qui nous envoie sous la lune, ça finit par nous détraquer tout le temps, hein. Bon, voilà le parti avec le fauché pour aller à l'ouvrage. Et puis, Vlatipoc, il y a une voiture qui bourde. Le Gaston, il y a un bonhomme ben endimanché qui sort de la short. Et puis, Gaston, il salue le bonhomme ben bas. Puis, Vlatipoc, le bonhomme, il y cause. « Bonjour, cher monsieur, n'auriez-vous pas, par hasard, trouvé un sac dans le fossé ?»« Ah, pour sûr que j'ai trouvé un sac de boutons, je l'ai même emmené à la patronne. »« Eh bien, brave homme, pourriez-vous nous y conduire ?»« Bien entendu. » Vlatipoc, il monte dans la belle short. Et puis, après quelques kilomètres, ils arrivent dans la cour. Le Vlatipoc, il voit la Simone et il demande de montrer le sac de boutons. « Sac de boutons, qu'a dit la Simone ? Dès que tu dis, tu m'as jamais apporté de sac de boutons. Quand même, la Simone, t'as perdu la mémoire. C'était même le jour où j'ai pondu des œufs. T'as point souvenant de ça, Simone, même que c'était le jour, un jour point comme les autres. Il y avait une de ces ventouses dans la nuit, il a même neigé. Enfin, Gaston, qu'est-ce que tu racontes? Voyons, c'est-il que tu causes au col menton de belle danse? Alors, l'homme ben endimanché regarde la femme, il serre la pogne et il dit « Bon courage, ma pauvre dame, soignez bien votre mari. » Et c'est depuis ce temps-là qu'ils ont vécu bien heureux, même si le gars Gaston, il a toujours rien compris à cet emmanché-là. Eh super, bravo Christelle. Merci pour ce pamphlet. Avec plaisir. Et faut reconnaître que vous avez un vrai talent d'écriture, mais vous pratiquez souvent le patois au quotidien? Alors, vous êtes souvent, non, pas, non, de temps en temps, mais en fait, je suis passionnée par les contes. Alors j'essaie, grâce à mes acolytes de l'association, qui m'y aident à essayer de traduire les contes pour... L'association Ola, faut-il le rappeler? Ola, c'est ça, okay. Tout à fait. Merci, avec merci plaisir. Beaucoup. Et je pense que c'est une histoire qui aurait pu inspirer aussi la vie mancelle et sartoise, mon cher Jean-Pierre Guyard. Oui, parce qu'on a une miette de patois, nous aussi, de Serge Bertin. On a toujours une page. Ouais. Et donc, si vous êtes là ce soir parmi nous, c'est pour nous parler du dernier numéro qui est paru ce mois-ci, au mois d'octobre. Qui est paru, oui, fin septembre, début octobre. Il paraît toujours au moment des salons littéraires. Alors, dans lequel on retrouve différents reportages, notamment un sur l'école Maupertuis, sur l'histoire de l'école Maupertuis au Mans. Et savamment écrit d'ailleurs, puisque c'est un ancien élève de Maupertuis, Michel Hayet, qui l'a écrit et qui nous fait vivre Maupertuis sous le côté historique et un petit peu sous le côté d'un petit peu d'anecdote. Oui. Bon, avec de belles photos, oui, il y a eu un foyer du soldat. Ça a été un foyer du soldat à une époque. Et puis après, disons que c'est devenu le collège, le lycée Saint-Charles. Et puis, moi je me souviens que j'allais jouer au ping-pong avec un copain. Et puis, il jouait à la STM, c'était l'association sportive du Tertre Maupertuis. Et en parlant avec Michel Hayet, il me dit, t'as sûrement vu le père de moi. C'était le directeur, parce que c'est lui qui avait monté ça, il était fanatique de ping-pong. Et son fils, Jean-Yves, que moi j'ai bien connu aussi en tant que pratiquant, était un excellent joueur de tennis de table. Ah oui. Et on jouait dans la salle juste en dessous, justement au rez-de-chaussée. Les compétitions se déroulaient. Voilà. À l'ASTM. À l'ASTM. Ça riait pour là, ça jouait sérieux. Alors en dehors de Maupertuis, il est également question de la rue Gambetta, me semble-t-il, dans votre dernier numéro. Alors attention, pas la rue Gambetta, la deuxième partie de la rue Gambetta, ce qu'on appelle la rue Gambetta prolongée.
effectivement. Bon, on a à cette époque-là où on a fait, on était très art déco et tout. Donc on a de art nouveau, on a de superbes maisons. Ça commence d'ailleurs au bureau de tabac qui est déjà splendide. Et puis on s'en va jusqu'au parc Monod. C'est vrai que ça mérite qu'on en parle de temps en temps. Exactement. Donc Jean-Pierre, ça c'est le numéro octobre qui prolonge jusqu'en novembre, on va dire, jusqu'au mois prochain. Jusqu'au mois de novembre. Et là, vous êtes déjà en train de fomenter celui qui paraîtra pour la fin d'année, au mois de décembre. Celui qui va paraître pour la fin d'année, effectivement. Donc là, il y aura des sujets... on fera la deuxième partie de la Sarthe au fil de l'eau. D'accord, faites un peu de teasing, dites-nous un peu l'un des sujets principaux. Il y aura celui-ci et il y aura également, on redécouvrira le turbotrain. L'ancêtre donc. Qui est né au Mans, et c'est l'ancêtre du TGV. De couleur orange. De couleur orange avec un bruit épouvantable, on aurait dit un hélicoptère ou un truc là pour faire un marteau-piqueur quand il s'arrêtait. Un bruit de moissonneuse-batteuse, dit-on. Ok. Merci Jean-Pierre d'être venu nous présenter ce numéro de la vie mancelle et sartoise, puisque vous aussi, vous faites partie du patrimoine, un peu à l'image de ce que nous essayons de faire ici. C'est la ligne éditoriale, c'est patrimoine et l'histoire du département de la Sarthe. Ouais. Merci. Avant de se retrouver dans la troisième partie de l'émission, on va poursuivre avec Emeline Falampin, notre spécialiste des commerces, avec un enregistrement dans l'émission. Merci, à tout de suite. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je vous retrouve à distance aujourd'hui, mais je vous retrouve pour parler ensemble des mouvements de commerce dans la Sarthe. Je vous emmène tout d'abord à Noyens-sur-Sarthe pour découvrir un magasin d'électroménager de seconde main. Je vous parlerai ensuite d'une reconversion d'une ancienne ostéopathe qui a ouvert sa chocolaterie à la Flèche. Et enfin, le centre commercial de l'Épau qui va être démoli dans quelques jours. Mais pour commencer, je vous emmène à Mulsanne pour découvrir le magasin La Fabrique aux Fleurs qui a ouvert le 3 octobre dernier dans un village qui était sans fleuriste. À en croire les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est un magasin qui était très attendu. Il a ouvert donc aux 2 rue Mendès France. Et donc Nicolas, qui était auparavant vendeur à Ivry-l'Évêque, vous propose quelque chose d'original puisqu'il propose également de la vente de bougies, de bijoux, de sacs, d'articles de décoration d'intérieur et d'extérieur puisqu'il fait des collaborations avec d'autres artisans. Pour les informations pratiques, vous pouvez vous rendre à la boutique de 9h à 19h du lundi au samedi, puis le dimanche de 9h à midi. On file désormais à Noyens-sur-Sarthe où il est possible désormais d'acheter de l'électroménager de seconde main, mais également du reconditionné. Après 2 ans d'activité à son domicile, Michael Rodriguez a décidé d'ouvrir un magasin physique, donc à la zone artisanale Le Tertre à Noyens-sur-Sarthe. Cet ancien ouvrier de chez Renault propose à la vente du matériel reconditionné, donc qui a été en panne, qui a été remis en état pour être remis sur le marché, mais également du neuf déclassé. C'est du matériel électroménager qui a une petite rayure, un petit impact qui n'empêche pas à la bonne utilisation et qui permet d'être vendu à un prix inférieur que ce qu'on peut trouver sur le marché habituel. L'originalité, c'est que Michael intervient aussi à domicile et il vend des pièces détachées. Si les personnes se sentent l'âme de bricoleuses et envisagent de réparer eux-mêmes leur matériel électroménager, c'est possible de commander les pièces en détaché. Pour donner un exemple, c'est à peu près 20% de moins de décote donc pour le matériel reconditionné, qui laisse un delta important, et vous pouvez trouver donc du matériel à partir de 200 € à peu près, jusqu'à des prix bien plus élevés. Ensuite, ancienne ostéopathe, je vous disais, elle a décidé de tout changer pour ouvrir Effet-Choc & Co. Cette chocolaterie a ouvert à la Flèche le 19 octobre, donc la semaine dernière, au 10 rue Carnot.
Et c'est Swazik Blin, 39 ans, qui est elle-même fille de chocolatière. Sa maman tenait un magasin de chocolat, qui après un mois de travaux a décidé de vendre des chocolats. Mais pas que, elle vend également de la confiserie, pour rester dans le thème des douceurs, mais elle vend aussi, et c'est là où c'est plus original, de l'épicerie fine comme de l'huile ou du vinaigre. On a rarement l'habitude d'aller acheter de l'huile ou du vinaigre dans une chocolaterie, mais à La Flèche, c'est possible. Donc les horaires, c'est de 10h à 19h avec une pause déjeuner de midi à 15h30 et c'est fermé le dimanche et le lundi. Et enfin, on parle de la démolition du centre commercial de l'Épau au Sablon. Donc le quartier des Sablons, la zone commerciale dont la démolition a été votée il y a déjà quelques années, puisque le projet a été mis en place depuis 2014. Le conseil municipal s'est réuni la semaine dernière et il a été donc annoncé les travaux de démolition dès le mois de novembre. Donc il y a un plan de réaménagement qui est prévu. Donc il y aura désormais une supérette, une boulangerie, un tabac, un salon de coiffure, une brasserie et une pharmacie et d'autres commerces parce qu'il est indiqué qu'une cellule de 3 autres commerces est encore à la vente. Et c'est une agence d'architectes sartoise, A2A Architectes, qui a remporté un concours, puisque c'était un concours pour proposer l'aménagement de ce nouveau centre commercial qui était proposé par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc le plan de réaménagement commence désormais en novembre et pour donner un ordre d'idée sur le budget, c'est quand même 4,2 millions de travaux qui sont mis en place pour réhabiliter ce centre commercial des Sablons. Voilà Bruno, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Emeline. Quant à nous, on se retrouve après une petite pause avec Ella Diop, un pâtissier Manceau. A tout de suite.